Au nom du groupe de travail qui a préparé cette journée, je souhaite vous remercier d'être si nombreux. Je tiens aussi à vous confier que nous sommes les premiers surpris déjà à vous voir et d'avoir pu mettre en place cette journée, tant le processus qui a mené à l'organisation fut assez long et pas du tout performant. En effet, notre groupe de travail, qui n'a jamais vraiment réussi à se trouver un nom, a d'abord démarré de manière informelle, autour de constats communs, aux contours un peu flous mais suffisamment répétitifs pour nous inquiéter. Ce fut le cas notamment lors de la rédaction du plan quinquennal de la FEDA bruxelloise, où nous avons réalisé que notre fédération n'avait que peu d'éléments concernant le soin et la réinsertion. Nous étions à court de mots, mais surtout à court de chiffres, pour rendre compte de notre travail et permettre à notre fédération de le défendre. Les addictions touchent toutes les couches de la population, des consommations de rue bien visibles, aux ravages à l'abri des regards derrière des portes closes ou des murs de prison. Nous le savons, les profils des consommateurs sont multiples et variés. Ils sont à l'image de notre secteur, qui permet aux personnes que nous accompagnons de voyager d'une institution à l'autre en fonction des moments de vie dans lesquels elles sont. La rédaction de ce plan quinquennal a mis en lumière que les débats politiques autour des addictions concernent essentiellement des questions de sécurisation de l'espace public et par le peu de la nécessité de pouvoir tisser du lien sur du temps long. Cet effet de focus réduit le phénomène des consommations au visible, à un caillou dans la chaussure du politique, éclipsant une part importante de la population des consommateurs, moins inquiétante, moins dérangeante. Des personnes sur la brèche, mais retenues par des bricolages des équipes et par un travail de longue haleine. Comment mesurer le nombre d'hospitalisations, d'incarcérations ou de tentatives de suicide évitées par un travail du lien? Ce travail passe souvent en dessous des radars. Pour saisir ce qui fait la qualité du travail proposé par le secteur Assuétude dans sa globalité, il est crucial d'aller au-delà du quantifiable et des réponses tangibles qu'on voudrait apporter aux préoccupations du politique. Mettre l'accent sur ce qui est visible ou sur ce qui semble rapidement résolu a pour conséquence de passer à côté du continuum essentiel défendu par notre secteur, allant de la prévention à la réinsertion, en passant par la réduction des risques, le bas seuil, l'accompagnement et le soin. Au-delà d'appels à projets remplis d'objectifs SMART ou d'actions choc pour éradiquer les stigmates de la consommation de nos rues, qu'en est-il du lien que nous tissons tous avec les personnes que nous accompagnons? Comment défendre les conditions de base nécessaires à maintenir la qualité de notre travail pour toutes les institutions de notre secteur? Comment défendre la nécessité du temps long, des allers-retours, de nos questionnements, des paris souvent ratés et heureusement parfois réussis, de tout l'indicible, si essentiel dans notre travail? Une certitude nous guidait: le culte de la performance use nos solidarités, nos publics et nos équipes. Pour trouver les mots et préciser notre pensée, nous avons avancé à tâtons. Nous nous sommes offerts du temps, nous nous sommes autorisés beaucoup de répétitions et de parenthèses. Nous avons repris notre réflexion maintes fois à son début, afin de pouvoir l'amener un petit pas plus loin. Les exigences d'efficacité ont été mises de côté afin d'ouvrir un espace suffisamment souple et accueillir les questions. Cette journée a été pensée avec l'envie de vous partager ce foisonnement d'idées, vous inviter à le nourrir de vos vécus et vos réflexions. Qu'au-delà de la diversité de notre secteur, nous puissions penser ensemble et refaire commun autour des conditions de base nécessaires pour effectuer correctement notre travail, c'est-à-dire du temps au lieu de résultats rapides et tangibles, de la confiance au lieu de chiffres et de mesures qui passent à côté de ce qu'on fait, de la stabilité avec des équipes qui perdurent, encaissent les secousses, partagent et se transmettent des savoirs. Alors nous y voici. La réflexion est loin d'être aboutie et nous n'en sommes qu'au début, mais on souhaite vous y embarquer afin de la poursuivre. Merci déjà d'être là. En 1990, Jean Furtos, psychiatre français, décrivait l'arrivée de nouveaux patients dans les salles de psychiatrie. Il observait que les symptômes cliniques de ces patients
ne rentraient pas dans la nosographie psychiatrique de l'époque. Ces personnes y déposaient des souffrances psychiques qui n'étaient pas liées à des troubles psychiatriques, mais à une origine sociale. Par là, Furtos établit le lien entre le contexte social de l'époque, chômage de longue durée, précarisation croissante d'une part de la population, exclusion sociale, et ces nouveaux troubles, ces nouvelles souffrances psychiques marquées par l'angoisse, la perte de sens et la désaffiliation sociale. À l'heure actuelle, 35 ans plus tard, ça fait mal, le monde continue de changer à toute vitesse. Évolution technologique, densification et accélération de la circulation de l'information, rapport au temps modifié, épidémie de burn-out, des crises successives qui deviennent structurelles, un modèle néolibéral de moins en moins jugulé par l'action politique, la numérisation, le new management, l'IA, etc. Quel est l'impact de ces évolutions sur les personnes que nous accompagnons, sur nos institutions, mais aussi sur nos modèles de travail? Et cette question, comment prendre soin dans un monde qui craque? Dans nos sociétés, la performance est presque toujours connotée positivement. Elle est recherchée, valorisée, célébrée. Elle est devenue le symbole du progrès. Aller plus vite, plus loin, de manière plus efficace, et si possible, avec le moins de moyens possible. Elle s'est infiltrée dans nos esprits comme une évidence, un décor permanent. Elle fait dorénavant partie des lunettes avec lesquelles le politique regarde le monde et avec lesquelles le monde regarde l'action du politique. Optimiser, automatiser, gérer les risques sont des notions qui petit à petit se sont immiscées dans nos esprits, comme une suite logique, une évolution qu'il convient de suivre, justifiée par son efficacité, sa validité scientifique et renforcée par les logiques financières dans un contexte économique compliqué. La performance fait de plus en plus partie des attendus. Même lorsqu'on souhaite ralentir pour réfléchir, la logique de la performance nous rattrape, comme le montre le programme dense de cette journée. Un autre mouvement accompagne cette logique performative, l'individualisation des problèmes. Le culte de la performance transforme progressivement des réalités structurelles en responsabilités personnelles. Ce qui relève des déterminants sociaux de la santé, le logement, précarité, discrimination, isolement, trajectoire de vie, violence, accès aux droits, se trouve de plus en plus interprété, au mieux comme un défaut d'autonomie, au pire comme un effort insuffisant ou encore la résultante de mauvais choix. Ainsi, des problématiques profondément collectives sont renvoyées à la sphère individuelle. Les difficultés sont situées dans les personnes plutôt que dans les conditions sociales qui les façonnent. Cela renforce l'injonction contemporaine à l'autonomie où chacun doit se prendre en charge, se responsabiliser, devenir acteur de son propre changement, même lorsque les leviers d'action réels ne sont pas entre leurs mains. Cette manière de lire le monde invisibilise les inégalités, dépolitise les situations et fait peser une charge immense sur les personnes déjà vulnérables, ainsi que sur les professionnels du soin, qui se retrouvent pris entre les injonctions institutionnelles à la performance et les réalités humaines des parcours qu'ils accompagnent. Comment faire ce grand écart entre la gestion des flux et l'accueil des parcours individuels? Comment comprendre le changement structurel à l'œuvre autour des conventions de revalidation psychosociale dont la durée est maintenant limitée à 5 ans? Comment ne pas y voir une injonction à réparer, à remettre dans le circuit, en faisant fi des financements des parcours particuliers? Comment comprendre ces logiques de financement de projets à court terme? Des projets dont il faudra rapidement pouvoir évaluer l'impact, chiffres à l'appui, sans que l'existant ne puisse être renforcé structurellement. Comment faire dialoguer des logiques chiffrées du groupe et les nuances des parcours individuels? Comment donner à voir ce qui n'advient pas grâce aux soins déployés autour des personnes? Comment traduire cette tension de plus en plus grande entre performance attendue et accompagnement des mouvements singuliers? Enfin, comment soutenir le politique à pouvoir reparler temps long, accompagnement des personnes singulières, alors que ces politiciens sont eux-mêmes évalués sur l'efficacité de leurs actions qu'ils mettent en place, et tout cela dans un temps court. Cette journée n'a pas pour but de répondre directement à ces questions, mais de les ouvrir ensemble. Elle s'inscrit dans une volonté de remettre en avant les dimensions de réflexion, de processus et de collectif. Nous souhaitons nous appuyer sur vos éclairages et les réflexions qui émaneront de la journée pour enrichir les réflexions de ce groupe de travail. C'est à ce titre qu'en fin de matinée,
Et puis en fin de journée, Judith Assoun, sociologue et superviseuse au CFSI, animera des moments directs d'échange avec la salle. Enfin, pour terminer cette introduction, nous souhaitons démarrer cette journée en vous proposant une définition de la performance. Celle-ci nous est amenée par Olivier Amand, biologiste, chercheur à l'École normale supérieure de Lyon. À partir d'un abord tout autre que le nôtre, l'étude du vivant, il réalise une véritable lecture critique de la performance dans nos sociétés. Nous aurons l'occasion de réécouter cette définition plus tard dans l'après-midi, mais ce matin, nous voulions vous la proposer en guise d'introduction et de filtre à travers lequel entendre les propos qui vont suivre au fil de cette journée. Nous vous souhaitons un temps riche en idées et en regards croisés. D'où ça nous vient, cette histoire de culte de la performance? Il faut peut-être bien définir la performance, peut-être déjà, pour être bien clair. Parce que la performance, initialement, c'est l'art de bien faire. Donc c'est plutôt une valeur morale. Mais au fur et à mesure du temps, le contrôleur de gestion est passé par là et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc la performance, maintenant, bien faire, c'est être efficace et efficient. Et ça, c'est quand même assez terrible parce que bien faire, ça veut dire qu'on ressemble à une machine. Une machine, ce qu'on lui demande, c'est d'être performante. Et donc là, il y a un vrai problème culturel, c'est que maintenant notre modèle, c'est une machine. C'est une machine. Et donc là, il faut absolument dérailler de ça. Alors, il y a plein de critiques qu'on peut faire de la performance, d'ailleurs peut-être que je peux les donner dans la foulée. La performance, donc la première chose, c'est que quand on veut avoir des processus qui sont efficaces et efficients, ça pousse à la pensée réductionniste. On va chercher la solution clé en main, immédiate, qui va résoudre le petit problème, et on va résoudre ce petit problème, mais on va générer des tas d'autres problèmes ailleurs. Alors, il y a plein d'exemples, mais par exemple, peut-être pas trop que j'épilogue, parce que sinon on ne va pas avoir le temps, mais on peut très bien imaginer, en fait c'est ce qu'on appelle la maladaptation en socio-écologie, c'est ce qu'on pense s'adapter et en fait on aggrave le problème. Peut-être la géo-ingénierie, je pourrais prendre l'exemple de la géo-ingénierie, si on arrive à avoir des systèmes pour réguler le climat, je ne sais pas, fertiliser l'océan, comme on dit là, pour stocker du carbone dans l'océan, et bien évidemment qu'on va acidifier l'océan et donc on va détruire les écosystèmes. On va régler le climat, mais on va détruire les écosystèmes. Ça, c'est de la maladaptation, pensée réductionniste. Est-ce que vous avez les effets rebonds? Alors, ça peut être. Alors, les effets rebonds, c'est un peu une sous-partie de ça. Les effets rebonds, c'est très souvent quand on cherche l'efficience, notamment l'efficience énergétique. Et donc, c'est l'exemple typique, c'est l'avion. On va rendre les avions plus sobres. Donc, on va réduire la quantité de kérosène consommée dans les avions. Et donc, on va penser faire de l'écologie en faisant ça. Mais en faisant ça, on rend les avions, disons, moins chers. Enfin, le tarif est moins cher. Donc, on va les multiplier, ça va créer des nouvelles opportunités, du surtourisme, et donc ça va être toxique d'une autre façon. Une autre critique de la performance, c'est la loi de Goodhart. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors voilà, ça veut dire, si je le dis différemment, c'est que tout indicateur de performance est toxique. Et qu'à partir du moment où on met un indicateur de performance quelque part, ça nous pousse, toujours pareil, à la pensée réductionniste et donc à voir le monde seulement sous cet indicateur et on oublie tout le reste. Donc l'exemple typique, c'est les notes à l'école, par exemple, ou à l'université. Si on met des notes pour mesurer, pour évaluer la performance des élèves, les élèves vont essayer de faire la meilleure performance et en fait, ils vont bachoter avant l'examen, passer l'examen et ils n'auront rien appris. C'est pas comme ça qu'on apprend finalement. Et après, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais c'est le sport de compétition. On va se doper pour passer la barre. À chaque fois, c'est contre-productif. Et puis évidemment, la dernière critique de la performance, c'est une équation en 3 mots. Quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Donc on est toujours plus ou moins performant que son voisin, et donc c'est un appel à la compétition. Dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça, c'est toujours vrai. Donc en fait, la performance appelle la compétition appelle la violence. Donc par exemple, le sportif de compétition, va être violent avec son corps quand il fait le sprint. Il va vraiment se pousser au seuil critique. Le pompier qui est au feu, il va être violent avec son corps quand il est au feu. Donc ça ne dure pas. C'est pour ça que ce n'est pas gênant finalement, ce lien entre performance et violence. Le problème, c'est quand c'est tout le temps. Et donc quand on est dans une culture de la performance, qu'on ne questionne plus la performance, on est dans une culture de la violence contre les femmes, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Et c'est le burn-out planétaire dans lequel on est. Donc il y a une épidémie de burn-out des humains qui est que la partie émergée d'un burn-out planétaire. Tous les écosystèmes sont épuisés, sont essorés par notre performance. On les a épuisés.
Et c'est une monoculture dans tous les sens du terme.